Chapitre 24. À cause du passage répété des patrouilles, Anna ne put s'approcher de la clôture pour dire au revoir à Anne. Cette nuit, comme toutes les nuits, le baraquement résonnait des toux, des gémissements et des respirations haletantes de ses habitants. Avant qu'elle ne se sépare à l'aube, madame Abrahams promit de faire parvenir un message à l'ami de Anna de l'autre côté des barbelés. Dites-lui que nous retournerons en classe l'automne prochain. Nous n'aurons que 3 ans de retard, que je la reverrai à Amsterdam. Ce fut un déchirement de quitter madame Abrahams et ses enfants. Viens, Gaby, dit Anna en se détournant. Elles se précipitèrent jusqu'à l'hôpital. Dès que le médecin allemand vit Anna, il lui apprit que son père était mort pendant la nuit. La première pensée de Anna fut: il savait qu'il n'aurait pas la force de partir. Le médecin lui confirma qu'il avait émis le vœu qu'elle parte sans lui. Au moins, il était mort convenablement, vêtu et sachant que ses filles allaient échapper à l'enfer. Anéantie de chagrin, Anna prit Gaby par la main, ramassa son sac à dos et se dirigea vers les bâtiments administratifs où sa grand-mère se trouvait déjà pour se faire enregistrer. Elles attendirent dehors, avec plusieurs centaines de gens également inscrits sur cette liste d'échange. Elles attendirent 4 heures dans le froid glacial, les mains et les pieds engourdis. Finalement, un SS sortit du bâtiment. « L'échange est annulé, » annonça-t-il. « Retournez dans vos baraquements. » Grand-mère repartit vers le sien, tandis que Anna et Gaby se traînaient jusqu'au leur. Lorsqu'elles arrivèrent, 2 femmes couvertes de plaies cherchaient à s'emparer de leur chalis, mais madame Abrahams posa leur sac à dos dessus avec autorité. Les 2 autres n'insistèrent pas. C'était le 25 février 1945. Pendant plusieurs jours, Anna demeura dans un état de stupeur. Elle se déplaçait comme une somnambule. Elle se répétait sans cesse qu'elle était comme Anne, sans parents. La nuit, elle restait étendue sur le dos. Cependant, elle ne devait pas se laisser couler. Désormais, Gaby était orpheline et n'avait plus qu'elle au monde. Elle pria. Malgré la confusion de son esprit qui l'empêchait de réfléchir, elle savait que ses parents n'auraient pas voulu qu'elle abandonne. Dieu non plus ne le voulait pas, mais elle ne parvenait pas à s'arracher de cette torpeur. La nourriture ne l'intéressait plus du tout. Son unique pensée était: je n'ai plus personne, je n'ai plus de parents, comme Anne. Elle fut prise de vertige. Les jambes tremblantes, elle se cramponnait au cadre du chalis. Lentement, pour ne pas perdre l'équilibre, elle marchait de long en large au fond du baraquement qui résonnait des plaintes des prisonniers malades. Les mourants ne faisaient presque plus de bruit. Les rats cavalaient sur le plancher de bois et bondissaient de lit en lit. Leur baraquement pullulait de vermine. Un soir, elle sortit. La lune froide et insensible brillait sur les barbelés, la neige souillait et les bâtiments de bois sur les charrettes surchargées de cadavres. Il faisait un froid de loup. Elle se dirigea vers la clôture pour appeler Anne, lui annoncer la mort de son père. On lui apprit alors que toute la section, de l'autre côté de la clôture, avait été vidée. Les prisonniers avaient disparu. Debout, près des barbelés, elle prêta l'oreille. Pas un bruit. Où avait-on emmené Anne et Margot Franck? Il n'y avait plus que le vent, la neige, la puanteur. Anna revint dans son baraquement et resta debout près du poêle. Si elle s'allongeait, elle craignait de ne plus jamais se relever. Elle pria. Lorsqu'on apporta la marmite de soupe, madame Abrahams lui ordonna: « Mange !» Par amour pour Gaby, Anna fit un grand effort et obéit.